Monsieur Barzac, la parole est à vous. Donc, Monsieur Barzac, responsable du pôle patrimoine, architecture et espaces protégés à la DRAC des Pays de la Loire. Oui, alors je vais vous faire un exposé où il n'y aura pas une seule image, parce qu'on est sur à la fois un label et un document réglementaire qui est soit une servitude d'utilité publique, soit un document d'urbanisme. Donc c'est essentiellement des graphiques et du texte. Et puis le label Ville et Pays d'Histoire, c'est une charte. C'est une convention entre une collectivité et l'État. Donc les deux choses dont je voudrais vous parler et que vous avez un petit peu questionné, ce sont le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui est un label de l'État, accordé par l'État. Et je le répète parce qu'en fait, le label Petite Cité de Caractère, c'est pas un label, la marque Petite Cité de Caractère, c'est pas l'État. C'est aussi une différence, puisqu'on est sur des approches politiques différentes en fait. Alors, les objectifs du label. On peut revenir sur la diapo d'avant, parce que je ne sais pas comment. Alors, je vais vous lire simplement le texte, parce que c'est assez clair. Le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente l'appropriation de l'architecture, il y a le mot architecture, et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie. On voit où on déposé le label, il est déposé à l'INPI. Je vous disais que c'était bien un partenariat entre une collectivité et l'État qui fait l'objet d'une convention. Et ce qui est important de voir, c'est que c'est une question d'appropriation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et au cadre de vie. Ça veut dire qu'en gros, c'est un... Alors, comment ça se traduit? Vous avez ici, vous êtes dans un SIAP qui est le SIAP du label Ville d'Histoire, Ville d'Art et d'Histoire d'Angers. Et ce SIAP, il vous présente la ville. Il permet aussi aux élus d'avoir un peu... vous voyez, si vous voulez aménager une place, on peut avoir un travail qui soit fait par le service d'art et d'histoire de manière à documenter historiquement ce lieu, de manière à cultiver le projet qui va être mis en œuvre par les urbanistes en fait. C'est aussi à ça que ça sert. Alors le label, il s'adresse, ou la convention, ou cet outil en fait, il s'adresse à la fois aux habitants, à la fois aux jeunes, qui peuvent être des habitants, et aussi aux touristes, qui sont des habitants. Donc il y a tout un aspect médiation aussi de ces trois publics qui est important, et vous l'avez vu traduit dans le SIAP qui est à côté. Je souligne qu'il y a le mot architecture, pour faire référence à ta question, ou à votre question. On n'est pas que sur du patrimoine en fait. Vous voyez ici, est-ce qu'on est dans du patrimoine, est-ce qu'on est dans de l'architecture, est-ce que l'architecture c'est que la construction, est-ce que le patrimoine c'est pas que de l'architecture, c'est aussi du patrimoine matériel, c'est aussi des objets, des tapisseries, vous voyez. Donc on est sur ces notions-là, on est sur l'environnement, mais c'est aussi l'environnement qui se vit par l'usage en fait, qui se vit par les pratiques, par les cultures, par le chausson aux pommes, par tout ce que vous voulez en fait. Alors pour être labellisé, il y a un certain nombre de critères. Donc les critères, c'est un engagement politique des collectivités candidates, donc à faire de la culture, de l'architecture et du patrimoine un projet local de développement. C'est un périmètre pertinent. Alors le périmètre, vous voyez qu'on peut être soit ville, soit pays. Au départ, on a eu beaucoup de villes. Je vais vous montrer la liste des villes et pays d'art et d'histoire dans la région. On avait beaucoup de villes, des villes comme Nantes, comme Angers, qui était la première ville labellisée, Fontenay-le-Comte, des villes avec une forte densité patrimoniale en fait. Ensuite, on a plutôt tendance maintenant à préférer les pays, ou à orienter vers un dispositif qui
qui s'orientent vers un périmètre d'un pays. Par exemple, vous avez Fontenay-le-Comte qui est un vieux label. Un label est décerné pour 10 ans. Il doit être renouvelé en fait tous les 10 ans avec une nouvelle convention. Fontenay-le-Comte, on les a incités à travailler à l'échelle d'un pays pour intégrer les communes qui sont autour et qui ont un sens par rapport à une identité culturelle, patrimoniale et architecturale. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Et vous avez, par exemple, l'an dernier, une labellisation du pays d'art et d'histoire de Coëvron-Mayenne, donc qui est un très grand territoire qui comporte 3 communautés de communes. Et donc c'est pas censé, ça pose quelques difficultés, hein, notamment de diffusion, etc. C'est pas la même chose que qu'on est dans une ville-centre avec un rayonnement qui est beaucoup plus limité. Là, qu'on est sur un territoire étendu, la question de, par exemple, où est-ce qu'on installe un SIAP, où est-ce qu'on installe, par exemple, la maison du pays d'art et d'histoire, bah, c'est compliqué parce que ça conditionne ensuite des déplacements ou des choses comme ça, quoi. Ça, on pourra en reparler de cette question des usages, des déplacements, de la transition écologique, etc. Parce que c'est des choses qui sont demandées maintenant dans les nouvelles conventions. Alors ensuite, il y a une question de moyens mise en œuvre par la collectivité. Normalement, ça conduit à ce qu'il y ait un chef de projet Ville et Pays d'art et d'histoire. Donc c'est la personne qui vous a fait la présentation tout à l'heure qui est chef de projet Ville et d'histoire ici. Et puis, ensuite, il y a parfois un service, hein, c'est-à-dire qu'il y a différents agents qui composent un service Ville d'art ou Pays d'art et d'histoire. Et puis ensuite, c'est une déclinaison explicite du projet dans les politiques locales. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas juste quelque chose qui est fait pour organiser des visites, faire de la médiation, mais c'est fait aussi pour cultiver les enjeux architecturaux et patrimoniaux d'une collectivité. Ça veut dire qu'en gros, ça doit servir de support pour ces collectivités et pas seulement un label qui est donné et qui ne serait pas actif, on veut dire, qui ne permettrait pas de mettre en place des actions. Donc ça c'est un élément important. On peut passer à la suite. Alors, je vous ai fait un petit point sur la procédure d'instruction. Bien sûr, alors c'est un label national, donc il y avait une commission nationale des villes et pays d'art et d'histoire, mais c'est une procédure qui a été déconcentrée. Donc maintenant, c'est une procédure qui est instruite en région par la commission régionale de l'architecture et du patrimoine. Donc il y a une constitution d'un dossier qui est fait en relation avec mon service, le pôle patrimoine, qui consiste à définir un périmètre, à rédiger un mémoire pour faire un peu un inventaire du patrimoine et de l'architecture. Aussi également prendre en compte ces dernières orientations, la biodiversité, qui est un patrimoine. Et puis on a une rédaction d'un dossier de candidature. C'est encore marqué Conseil national, mais c'est bien une inscription qui est faite en commission régionale. Alors voilà, je vous ai un petit peu dit, vous voyez, on était sur les critères. Et là, on est sur ce que doit contenir la convention. Donc c'est le recrutement d'animateurs. Donc maintenant, on parle de chef de projet. La valorisation et la promotion de la qualité architecturale. Alors, on n'est pas sur la promotion de la qualité architecturale, on n'est pas sur l'architecture existante, on est vraiment sur on devrait être sur un rôle actif pour qu'il y ait de la qualité architecturale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'on voit, c'est du conseil, c'est des règles, mais il n'y a pas de règles qui sont dictées par la Convention. Les règles, on en parlera ensuite. Et puis ensuite, la médiation, le développement d'une politique des publics, c'est sensibilisation. Vous voyez, vous avez les mots environnement, architectural et paysager, l'initiation du jeune public à l'architecture et l'accueil du public touristique. Donc c'est ces 3 points que je vous avais donnés en introduction. Et puis la mise en place du SIAP, on en a également déjà parlé. Je vous ai mis une carte qui est un peu parlante parce que vous voyez bien la différence entre les villes et les pays. Là, vous avez les pays qui couvrent une bonne partie du département de la Sarthe.
par exemple. Et puis également la Mayenne. Vous avez un pays aussi important au sud de Nantes qui est Villiers-de-Nantais. Alors, sur la question des 30 000 habitants, en fait, c'est pas quelque chose qui est réglementaire, on va dire. Il n'y a pas dans les circulaires sur les VPH un texte qui dit qu'il faut qu'il y ait 30 000 habitants dans le pays ou dans la ville. Parce que par exemple, à Saumur, il n'y a pas 30 000 habitants en fait. Pornic qui candidate, il n'y a largement pas 30 000 habitants, par contre il y a largement plus de 30 000 habitants en été. Donc ça veut dire quoi de prendre 30 000 habitants? Qui est-ce qui candidate aussi? Sabledonan, je crois qu'ils sont eux aux 30 000 habitants. Pourtant le périmètre qui va être choisi ne sera peut-être pas celui des 30 000 habitants. Bon, voilà. Donc ça c'était pour répondre sur la question des 30 000 habitants. Donc nous on en a 12 dans la région des pays d'art et villes d'art et d'histoire. Les derniers candidats, c'est Saint-Nazaire. Actuellement, on a, je vous ai dit Pornic. Il y avait Lille-Dieu aussi qui avait un souhait. Pour le moment, c'est un petit peu arrêté cette candidature. Et puis les Sables-d'Olonne, qui est une candidature plutôt bien avancée. On a au niveau national, au ministère de la Culture, le souhait, vous savez qu'il y a une stratégie nationale de l'architecture. Là, on est en train de travailler sur le ministère de la Culture sur la stratégie nationale de l'architecture 2. Et le souhait, c'est que les villes et les pays d'art et d'histoire participent ou soient inclus dans cette stratégie nationale. Donc c'est là où on va demander de prendre en compte des enjeux qui sont plus actuels et qui n'étaient pas à l'époque aussi identifiés, comme la question de la transition énergétique, la biodiversité, enfin, toutes ces questions aussi de la zéro artificialisation nette, de la question du renouvellement urbain, etc. Donc je ne sais pas comment ça va se traduire réellement, sans doute de la même manière qu'avec les dispositifs actuels, c'est-à-dire une charte dans laquelle une collectivité devra s'engager sur ces sujets-là. Voilà. On passe au deuxième sujet qui sont les sites patrimoniaux remarquables. Alors, les sites patrimoniaux remarquables, on va dire que c'est très récent, ça date de 2016. En fait, c'est plutôt très vieux, parce que ça date de 1962. Bon, c'est pas si vieux que ça en fait, 1962. Mais en fait, le site patrimonial remarquable, ça reprend ou ça reprend plein de dispositifs qui existaient auparavant. Donc je les ai notés ici. Donc c'est les secteurs sauvegardés. Alors vous avez entendu parler de Le Corbusier, vous parlez de bars, de tours, etc. Le Corbusier, il avait prévu de démolir le quartier du Marais pour pouvoir faire des tours. C'était un projet utopique, etc. Si c'était réalisé, ce serait peut-être protégé au titre du patrimoine mondial actuellement. Mais bon, ça n'a pas été réalisé. À la place, on a fait les secteurs sauvegardés. On a dit, bah non, il faut protéger le Marais. Et on va créer un dispositif qui va permettre de protéger cet ensemble. Puisqu'avant, on avait une protection uniquement ponctuelle au titre de monuments historiques. Donc on ne protège pas toute une ville avec des protections de monuments historiques. Donc on a fait ce dispositif qui permet de protéger un quartier ou une ville à la parcelle. C'est-à-dire que là, on décide de dire ça, il faut le conserver, y compris les intérieurs. Par contre, là, on décide que le cœur d'îlot qui a été densifié un peu sauvagement, et on décide qu'il faudra démolir ce qui a été densifié et qui n'est pas patrimonial. S'il y a un autre dispositif aussi, alors ils ne sont pas dans le bon ordre, c'est les ZPPAU, zones de protection de l'architecture et de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Zone de protection du patrimoine architectural urbain. Au départ, c'était pas paysager, ça a été inventé avec les lois de décentralisation. Ça permettait aux collectivités, parce que le secteur sauvegardé, c'est créé par l'État. L'État, en fait, quand vous avez un secteur sauvegardé sur un document d'urbanisme d'une collectivité, vous avez un blanc, parce que c'est vraiment à l'époque le secteur sauvegardé qui remplace le PLU.
Donc la compétence urbaniste, quelque part, elle est retirée à la collectivité. Donc c'est un peu différent maintenant, hein, mais dans le principe, c'était ça à l'époque. Donc les ZPPAU au départ, il n'y a pas le P de paysage. Alors ça permet donc du coup de créer un règlement. Nous, on ne s'occupe plus des intérieurs. On peut moins facilement réglementer les démolitions ou imposer les démolitions, mais ça permet de conserver des réseaux de voiries, du petit patrimoine, des ensembles urbains. Voilà. Donc ça, on en a eu un certain nombre qui sont, même beaucoup qui ont été mis en place, hein, parce que dans la ZPPAU, quand vous avez un monument historique, vous avez un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France dans l'abord. Donc pour une collectivité, elle ne sait pas toujours ce que va dire l'architecte des bâtiments de France sur un dossier. Et donc la ZPPAU, elle permettait d'avoir un règlement qui permet de savoir ce que va dire l'architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France, il ne donne plus son avis au coup par coup, mais il instruit avec un règlement qui a été créé conjointement avec la collectivité. Donc ensuite, on a eu les AVAP, aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Là, on est sur la loi Grenelle qui permettait de récupérer toutes les ZPPAU et ZPPAUP, puisqu'on a un moment, on a introduit la notion de paysage. Donc AVAP, aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. On n'a plus le P de paysage, mais on pouvait quand même prendre des ensembles un peu importants. Et on avait 6 ans pour reprendre tous les ZPPAUP. Et finalement, on a eu ensuite en 2016 la loi LCAP qui a dit bon, on va créer un seul outil qui va être les sites patrimoniaux remarquables. Alors la différence, c'est que les secteurs sauvegardés, c'était créé au niveau national, les ZPPUP et les AVAP, c'était créé en région. On passait en commission régionale d'architecture et du patrimoine, la commission dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le label VPH. Et bien maintenant, les SPR, on les crée au niveau national. C'est la commission nationale qui décide si on peut avoir un SPR ou pas. Alors, les AVAP et les ZPPEP, elles ont été transformées, ce qui fait qu'on a tout un bagage de sites patrimoniaux remarquables dans la région. On en avait déjà beaucoup. Mais une collectivité qui n'a pas AVAP ou ancienne ZPPEP, eh ben, elle est obligée de passer par une commission nationale et pour avoir son SPR. Et le SPR, c'est juste un périmètre en fait. C'est un site patrimonial remarquable. C'est juste un périmètre. Pour gérer ce périmètre, on a donc maintenant 2 outils. Gérer, ça veut dire le réglementer. On a 2 outils. On a donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui était une partie des PSMV. Le secteur sauvegardé, c'est un périmètre, un règlement et un plan. Et puis maintenant, on a donc un SPR et un plan de sauvegarde et mise en valeur. Je vous montrerai un exemple de ce qu'est un PSMV après. Et puis on a des plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine quand on est sur une servitude moins importante, qui ne s'occupe pas des intérieurs, etc. L'ancienne ZPPUP ou AVAP. Donc le PVAP ou le PSMV. Je vais vous montrer une image. Alors vous voyez ce que je vous parlais, hein, c'est le Corbusier, le plan voisin, et puis en fait des images du Barret, avec une notion importante aussi, c'est celle des usages. Ça c'est un petit peu pour... vous voyez, vous avez des ateliers, en fait, vous avez Marais, maintenant il n'y a plus un seul atelier, c'est plus du tout l'activité. Donc vous voyez que, en fait, là, il faut toujours voir un petit peu entre l'usage, le patrimoine immatériel, on va parler, la vie en fait, et puis le patrimoine, il y a parfois les usages évoluent, etc. Donc est-ce que le patrimoine c'est toujours le même? Est-ce que, vous voyez, par rapport aux questions que vous posez sur la question d'habiter, en fait, construire une nouvelle maison, bah, c'est quand même pour habiter, c'est pas pour faire du beau ou du moche, hein, c'est pour qu'il y ait des gens qui soient à l'intérieur. Donc il faut aussi relativiser cette question de beauté, d'esthétique, etc. Parce qu'on est quand même ici pour travailler, vivre, se nourrir, etc. On passe à la diapo suivante. Ah, voilà la liste de toutes les SPR. Bon, je ne sais plus combien il y en a, je pense qu'il y en a probablement de 80. Donc Fontevraud, par exemple, dont on a parlé, il y a un site patrimonial remarquable, donc il y a un PVAP. Puis un certain nombre de petites cités de caractère qui sont dotées d'un site patrimonial remarquable. Et puis la diapo suivante. Alors voilà, c'est une légende. Quand on faisait une ZPPUP ou un PVAP, chacun faisait un peu sa petite légende dans son coin. Il protégeait avec 3 niveaux de protection, genre ça c'est beaucoup protégé, ça c'est moyen protégé, ça c'est un petit peu protégé avec des règlements différents. On peut mettre du bois, on peut mettre du bois et de l'alu, mais on peut
finalement, on peut quand même mettre du PVC. Enfin bref, c'était des règlements qui étaient très hétérogènes dans toutes les régions, avec les sensibilités, les volontés des élus, et puis le travail des chargés d'études. Et puis ensuite le patrimoine en place, parce qu'il y a des secteurs qui sont, où on ne cherche pas à protéger la même chose en fait. Il y a des secteurs qui sont dégradés, donc on ne cherche pas à protéger la même chose à La Roche-sur-Yon que dans le centre-ville d'Angers par exemple. Donc il y a une légende nationale qui a été créée en 2016. Voilà, vous avez la protection la plus forte, hein, ce qui est en noir là-haut avec les intérieurs qui sont protégés. On peut y identifier des éléments particuliers comme des vistes archéologiques, des escaliers, des ferronneries, etc. Donc vous avez des petites lettres qui sont mises sur les plans. Puis ensuite on descend jusqu'à identifier des cours d'eau, des points d'eau, des choses comme ça qui font on est à la fois sur l'usage mais aussi sur un marqueur du site en fait. Puis vous voyez toutes les protections qui sont liées je ne sais pas comment dire, si c'est le paysage ou si c'est la nature, ou si c'est les aménagements urbains, paysages. On passe à la diapo suivante. Donc maintenant, tous les documents qui vont être créés, ils doivent avoir cette légende. Vous voyez une application ici, là on doit être à Paris. Donc vous voyez en jaune des obligations de démolir, hein, des cours. Vous voyez si vous voyez bien des traits rouges, ça c'est des obligations d'alignement. Parfois on peut avoir des rectangles rouges qui sont des obligations de construire obligatoires, c'est-à-dire qu'on doit s'implanter à cet emplacement-là. Vous voyez tout ce quartier, il est géré à la parcelle de façon très très fine. Là il y a eu des visites intérieures, bon, pas toujours, pas tout le temps partout, mais parce que c'est pas toujours possible. Vous avez en noir très foncé les monuments historiques. Donc, voilà, et la ville elle est gérée complètement par ça. Puis, bien sûr en jaune vous voyez les espaces urbains pour lesquels aussi on donne des réglementations sur par exemple la nature des sols. Est-ce qu'on met du pavé, est-ce qu'on met des sols minéraux, etc. Ou est-ce qu'on doit laisser des sols végétaux comme la place qui est peut-être bien la place des Vosges. C'est étonnant, il n'y a pas un seul arbre qui a été identifié sur tout ce périmètre. Arbre remarquable, Ouais. Dans le Marais, vert qui... c'est la place des Vosges. Ouais. Bah, la place de Vosges, j'entends bien, mais même dans les cours intérieurs, etc. Alors, le document suivant. Là, je vous ai mis Guérande. Bon, densité patrimoniale, même là, vous avez... alors, pourquoi je vous ai mis ça parce que pour vous montrer un peu comment est fabriqué un document. Parce que là, on est vraiment sur un document d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de PLU là. Donc ce document-là, il doit aussi gérer la question des circulations, la question des stationnements, les questions qui, normalement, sont gérées dans un plan local d'urbanisme. Donc vous avez un certain nombre d'analyses urbaines qui ne sont pas seulement liées à des questions de patrimoine, qui sont liées à des questions d'usage. Et on essaye de concilier les deux ou pas. Hein, voilà, donc ça c'est des documents qui sont à l'intérieur d'études du secteur sauvegardé de Guérande. Voilà le plan réglementaire qui avait finalement été approuvé. Vous voyez que les possibilités de construire, elles sont très conditionnées. Hein. Vous voyez les tracés rouges là qui demandent des alignements et qui vont permettre de rechercher des densités sur des îlots où on a sans doute eu de la construction pavillonnaire ou des grands ensembles quand je dis grands ensembles, des parties qui n'ont pas forcément d'intérêt patrimonial. Et puis vraiment là sur l'artificialisation on est quelque chose où on vient vraiment protéger des îlots puisque vous avez une contrainte très forte, une inconstructibilité sur les parties qui sont rayées en vert et blanc. Et puis je crois que c'était... Ah non, je vous ai mis pour finir un extrait de règlement. Je crois pas que j'ai mis un extrait de règlement, je vous ai juste mis ce qu'on réglemente en fait. Donc vous voyez, en premier on commence toujours par l'architecture des nouvelles constructions dans un PVAT. Parce que en fait,
on permet aussi on incite à un règlement ou à un renouvellement de qualité en fait. Ça, c'est des choses qui sont très difficiles à écrire, hein, les règlements sur les constructions nouvelles. Autant on peut s'attacher au gabarit, on peut essayer d'avoir des continuités de matériaux, des choses comme ça, mais écrire un règlement sur une architecture nouvelle, c'est compliqué parce qu'on est quand même sur des usages qui sont des techniques de construction qui sont complètement nouvelles. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment des choses qui sont compliquées à écrire. Et puis, quand on les écrit, on ne tient pas forcément compte justement de la capacité à accepter de nouveaux usages dans les centres anciens. Les modifications des édifices existants. On est sur des immeubles qui ont des protections moins fortes, puis vous avez ensuite la restauration des édifices protégés. Là, on est vraiment sur de la restauration. On doit chercher à retrouver un état d'origine, en nuançant un petit peu ce que ça veut dire état d'origine. Donc on réglemente les matériaux de façade, les toitures, les détails de toiture et d'édifices protégés, les couches de cheminée, les lucarnes, les menuiseries, ferronneries, enfin on va jusque dans le détail. Il y a même des règlements qui parlent des poignées de porte et des boîtes aux lettres. Et tous les dispositifs techniques aussi qu'on peut avoir sur une façade, les ventouses, les panneaux solaires, enfin bref. Et ceux qu'on ne connaît pas encore et qui vont peut-être apparaître et qui ne seront pas encore réglementés. Puis on a une partie aussi sur les devantures commerciales, et puis pas sur la publicité elle est réglementée ailleurs. Ah, non, mais ça, c'est de pire en pire. Ça, c'est le schéma d'approbation d'un site patrimonial remarquable. Donc, un schéma qui part du souhait de faire une étude jusqu'à l'approbation, la publication, etc. Voilà. Et puis, ça, vous avez d'un côté l'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation d'un PVAP. Voilà. Donc, ça, c'est. C'est parce qu'il sera mémorisé dans le document qui sera produit. Tout à fait. Pour rapprocher un petit peu les deux labels et puis je sais pas comment dire. Donc Cité Remarquable, c'est une association qui regroupe ce réseau des villes et pays d'arrêt d'histoire, donc on a un petit peu parlé, et les villes qui possèdent des sites patrimoniaux remarquables, donc qui adhèrent à cette association. Donc, Monsieur Litou, responsable du pôle archéologie conservation départementale du patrimoine pour le Maine-et-Loire. Je vous laisse la parole et merci pour votre présence. On va faire un petit focus sur une spécialité d'archéologie qu'on fait au département des Loire, ça s'appelle l'archéologie du bâti, et donc ce qu'on lien avec la conservation et la restauration du patrimoine architectural. Souvent, quand on entend parler d'archéologie, on pense à l'archéologie, ce qu'on appelle sédimentaire, c'est-à-dire ce qui concerne les niveaux archéologiques qui sont situés sous le niveau du sol. Là, je vous ai mis l'exemple de recherche archéologique sur la collégiale Saint-Martin à Angers, en fait, où il y a eu cette archéologie du sous-sol, c'est le temps que vous voyez, mais on a également développé une approche archéologique sur les élévations. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend le même protocole d'étude, mais on l'applique à une architecture. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé à se faire dans les années 80, début des années 90, qui est maintenant, on va dire, bien présent dans le paysage de la recherche française depuis une vingtaine d'années. Le Maine-et-Loire, mon prédécesseur, Daniel Prigent, a vraiment contribué à développer ce domaine de spécialité. Donc du coup, maintenant, au département de Maine-et-Loire, à la conservation du patrimoine, on est plusieurs à s'être spécialisés sur ce champ de recherche. C'était juste pour insister sur le paradoxe des restaurations, rappeler qu'une restauration, évidemment, elle va permettre de conserver un bâtiment, d'assurer sa conservation, on espère, sur le long terme. Mais le côté paradoxal de la chose, c'est que forcément, quand on restaure, on change, on enlève des enduits, on refait des enduits, on change des pierres, on change des morceaux de bois, etc. Et donc, on fait disparaître des informations. En fait, on appauvrit aussi la substance patrimoniale, on perd de l'information, notamment essentiellement sur la surface des maçonneries. Là, je vous ai mis l'exemple qui est un petit peu extrême du logis royal du château d'Angers, qui avait été bombardé en mai 1944, qui a brûlé en janvier 2009, donc qui a subi 2 restaurations très lourdes. Mais je ne sais pas si vous voyez sur la photo de droite, là vous avez un mur des années 1200, pratiquement tous les tuffeaux ont été changés. Aujourd'hui, s'il fallait refaire une étude de ce bâti, on serait incapable de... il est malheureusement en grande partie du 20e, en tout cas sur l'épiderme.
Et donc voilà, on a perdu maintenant beaucoup d'informations, d'où l'intérêt de pouvoir, quand c'est possible, lancer des études évidemment avant restauration. L'idée c'était de vous présenter un petit peu les objectifs en fait, qu'on poursuit quand on lance une opération d'archéologie du bâti. Le premier objectif, ça va être finalement d'enregistrer l'état dans lequel le bâtiment se trouve avant justement, parce que souvent ça se fait en amont de travaux de restauration, donc c'est d'enregistrer l'état de cet édifice, donc ça passe par des campagnes de photographie, des relevés manuels, donc c'est l'exemple que vous avez à droite, et puis de plus en plus évidemment avec le développement d'informatique, avec les drones, c'est les relevés automatisés avec la photogrammétrie ou les scanners 3D, donc ça nous permet en tout cas de rassembler de la documentation qui permet d'enregistrer un état du bâtiment et de nous fournir des supports sur lesquels après on va pouvoir reporter nos observations. Deuxième document, donc là ça c'est un exemple, c'est l'église de Savenière. Là on rentre vraiment dans le cœur de l'étude d'archéologie du bâti, ça va être finalement un petit peu comme quand on fouille un site archéologique sédimentaire, on va distinguer des couches archéologiques. L'analyse elle va exactement être la même sur un monument d'élévation, c'est-à-dire qu'on va disséquer le bâtiment, on identifie en fait des unités architecturales, alors architecturales, en maçonnerie, en bois, on va aller évidemment jusqu'à les différentes couches, s'il y a des enduits, des badigeons, on peut aller aussi sur les traces d'usure, les négatifs, des choses qui n'existent que par les traces en négatif, donc voilà, tout ça, ça va être identifié, numéroté, et le travail suivant, c'est la diapositive d'après, ça va être, au même exemple, ça va être d'organiser toutes ces unités architecturales dans un référentiel chronologique, ce qu'on appelle un diagramme stratigraphique. Donc c'est vraiment la même chose que pour une fouille classique sédimentaire. Donc là, transposer verticalement des fondations quand on peut jusqu'à la charpente et à la couverture. Donc on va organiser une unité architecturale elle est avant celle-ci, elle est après celle-là. Donc d'abord une chronologie relative, et ensuite on va essayer de mettre des datations absolues. Là, sur l'exemple qui est présenté, on va de la période mérovingienne tout en bas jusqu'au XXe siècle, voire au XXIe siècle tout en haut. Donc de mettre des dates sur les composantes architecturales de l'édifice. Donc après, une fois qu'on a on va dire ce canevas chronologique, le but c'est finalement de restituer les différents états architecturaux, l'état primitif, les différents états, alors forcément quand c'est des évolutions assez complexes, on est obligé un petit peu de simplifier sur les états principaux. Alors parfois, là j'ai mis des exemples où on a investi du temps pour quand c'était vraiment compliqué pour faire des axonométries pour présenter cette évolution. Là c'est un manoir dans le sud de la Sarthe. Et donc on restitue les états, les volumes, et puis on s'interroge évidemment sur l'évolution des fonctions et du programme distributif. Ça peut considérablement évoluer suivant les états. Alors souvent quand on travaille sur un édifice religieux, il y a quand même une permanence des fonctions qui font que c'est souvent quand même plus simple. En revanche, sur du bâti, ou par exemple en milieu urbain, quand c'est très très repris, des fois on a des changements d'affectation complets, des bâtiments qui sont retournés, des niveaux de sol qui changent. Donc voilà, il y a vraiment ce travail important à produire. Évidemment, c'est là souvent où il y a beaucoup d'échanges avec parce que donc, encore une fois, ce travail, dans la grande majorité des cas, il se fait en amont et en accompagnement de projets de restauration. Donc c'est là où il y a le plus d'échanges, souvent avec la maîtrise d'œuvre, puisqu'il y a des fois il y a des choses qui n'ont pas été vues ou des choses qui apparaissent en cours de restauration, et donc il y a un échange, et donc ça peut évidemment, l'idéal c'est quand après ça vient nourrir le projet de conservation et de restauration. Et puis le dernier étage de la fusée, c'est aussi de prendre des informations, d'agglomérer des informations sur les techniques de mise en œuvre au sens vraiment le plus large. Là, je vous ai mis des exemples, on est en Anjou, donc j'ai pris l'exemple de la pierre et du tuffeau. Un même matériau, il peut être mis en œuvre de façon très très différente au fil du temps, les gabarits des pierres, les traces d'outils, la mise en œuvre, les joints, etc. Et donc, pour chaque opération, pour chaque état, on va essayer de caractériser les techniques de mise en œuvre, et puis après, ça nourrit aussi, on augmente les connaissances sur un territoire, depuis 20, 30 ans, 40 ans qu'on fait ça. Maintenant, on a une connaissance beaucoup plus fine de l'évolution des techniques de mise en œuvre, donc j'ai pris l'exemple de la pierre. On a aussi beaucoup travaillé sur les charpentes. Là, c'est une restitution d'une charpente carolingienne restituée à partir de traces en négatif sur le collégial Saint-Martin. On va aussi s'intéresser aux secondes œuvres. On travaille sur les menuiseries, les ouvrages de menuiserie, également sur les décors peints. Voilà. On va essayer d'augmenter les connaissances sur toutes ces techniques de mise en œuvre et d'une façon générale l'économie du chantier au fil du temps sur un territoire donné.
parallèlement à on va dire un petit peu ce tronc commun, enfin ce socle qu'on va retrouver dans chaque étude de bâti, après il y a deux aspects qui vont venir en plus, qui vont nourrir, enfin nous aider dans ces études d'archéologie du bâti. Ça va être d'une part l'étude documentaire, alors soit qu'on peut faire nous-mêmes en interne, soit qu'on va confier à des gens dont c'est le métier, ici Récap qui fait ce travail. Et donc là, ce sont des recherches en archives pour trouver soit des textes ou de la documentation iconographique, des vues anciennes, des photographies. Donc qui vont nous aider un petit peu à reconstituer un petit peu l'évolution des transformations architecturales sur un édifice. Donc ça, c'est un premier travail qui se fait généralement, enfin idéalement en amont évidemment, pour qu'on ait ces éléments-là quand on commence l'étude sur le terrain. Et puis l'autre diapositive, ça va être toute la palette d'outils qui sont à notre disposition. On parle d'archéométrie, c'est-à-dire toutes les analyses qui reposent finalement sur des mesures qui vont nous permettre soit de caractériser des matériaux, des techniques de mise en œuvre, ou qui vont nous permettre d'avoir des datations. Alors, je ne vais pas... il y aurait matière à dire beaucoup de choses, simplement dire que ce qu'on fait vraiment très très couramment, c'est la photo du haut au centre, c'est la dendrochronologie, pour dater des bois de grosses œuvres, plus difficilement de seconde œuvre, mais on essaie quand on peut, et ça on le fait vraiment très très souvent. Également, quand on a des charbons dans les mortiers, c'est la diapositive de droite, on va dater, on va utiliser la technique du radiocarbone, du carbone 14, du radiocarbone pour dater ces charbons, et donc par votre conséquence dater les mortiers et donc les constructions. On va caractériser, donc c'est la partie droite, par exemple tout ce qui est production sérielle, comme les pierres de taille ou les briques, enfin les percutes architecturales, on va pouvoir faire des analyses statistiques pour mieux les caractériser. En haut à droite, c'est des analyses de mortier, soit des lamas, soit des analyses sur la granulométrie du sable qui rentre dans la composition. Donc, enfin, ça, c'est vraiment des outils de caractérisation des mortiers. Et puis, quand on a, alors, dans des contextes très particuliers, et puis quand on a des financements qui le permettent, on a des techniques comme les deux photos au centre en bas, qui sont l'archéomagnétisme sur les terres cuites, ou l'OSL qui est dérivé de la thermoluminescence pour dater des grains de quartz dans les mortiers ou dans les terres cuites architecturales. Donc voilà, on a vraiment une palette d'outils très très large qu'on va utiliser en fonction des moyens dont on dispose et puis des problématiques qui se posent sur l'étude des édifices. C'est de dire dans quel cadre en fait ces études de bâti sont conduites. Nécessairement j'ai simplifié parce que finalement il y a pas mal de, il y a des cas très très différents. Il arrive qu'on soit sollicité par des maîtres d'ouvrage. Souvent, encore une fois, c'est en amont de projet de restauration, mais pas tout le temps. Donc des gens qui viennent nous solliciter, alors soit pour vraiment une expertise ponctuelle qu'on fait généralement dans le cadre de nos missions de service public, c'est-à-dire que c'est vraiment on demande et on fait ça gratuitement. Et après, ils peuvent solliciter une étude plus complète. Donc là, forcément, c'est sur devis, donc c'est devis facturation. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est que je n'ai pas évoqué les acteurs, les différentes structures qui peuvent proposer ce type d'études. Donc nous, on est un service départemental, mais on a la possibilité de faire des devis et donc de facturer, de faire ces recherches à titre onéreux. Il y a d'autres opérateurs publics comme l'INRAP qui font ces études de bâti, des opérateurs privés, ADS, Artisanat, EVA. Donc voilà, et puis d'autres structures même qui ne sont pas à créer pour la fouille, mais qui peuvent. Je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est vite assez compliqué. Donc si je reprends le fil de ce que je disais, donc soit sur une demande simple d'un maître d'ouvrage, des fois ça peut être des études qui sont demandées par la DRAC finalement. Alors par exemple, je ne rentre pas sur le détail du financement parce qu'il y a plein ça peut être des situations assez variées, mais du coup, la DRAC des fois peut demander une étude de bâti, par exemple pour étoffer un dossier de protection au titre des monuments historiques, ou dans le cadre d'une demande d'attribution de subventions pour renforcer un dossier qui est peut-être un peu faible. La DRAC va demander à ce qu'il y ait une étude un peu plus poussée. Ou alors, là c'est le cas en ce moment sur le palais épiscopal d'Angers, dans le cadre d'un diagnostic architectural qui a été commandé à l'architecte en chef des monuments historiques. Donc la DRAC a demandé ce qu'il y ait un volet d'archéologie du bâti en amont, donc dans le cadre du diagnostic architectural. Et puis sinon, donc le dernier cas d'intervention, ce qui correspond à la majorité des dossiers, c'est dans le contexte de ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Donc c'est les lois de 2001. Et donc là, on a les deux étages. On peut avoir, le premier étage, c'est un diagnostic qui peut être prescrit par la DRAC, donc par le service régional d'archéologie. C'était l'exemple de l'église de Savenière.
au départ, il y avait un projet de restauration. La DRAC voulait savoir s'il y avait un intérêt à engager une étude d'archéologie du bâti. Elle se posait la question notamment de savoir si le bâtiment avait été restauré au XIXe siècle, est-ce que c'était très très restauré et du coup il n'y avait plus grand chose à glaner comme information, au contraire, est-ce qu'il y avait matière à engager des études plus lourdes. Donc là, il y a un premier diagnostic, donc qui était une étude assez allégée, et qui a montré qu'en fait l'édifice il avait conservé l'essentiel de... les restaurations finalement étaient relativement limitées, et du coup on est passé à la deuxième étape. Donc la DRAC a prescrit une opération d'archéologie préventive. Alors on parle de fouilles préventives, mais je mets souvent des paires de guillemets devant le terme de fouille, parce que des fois en archéologie bâtie on ne va pas du tout creuser, ça va uniquement être un travail sur échafaudage. Et donc dans le cas présent, il y a eu une étude, le diagnostic a été déclaré positif, et donc la DRAC a prescrit une étude d'archéologie du bâti. Et dans ce cas-là, c'est le maître d'ouvrage qui cherche un opérateur et qui va financer cette opération d'archéologie du bâti. Un petit peu le planning, évidemment, ces interventions, pour que ça soit vraiment pertinent, il faut qu'on passe avant le démarrage des travaux, parce que des fois on arrive sur des chantiers qui sont déjà en cours, il y a déjà des pierres qui ont été changées, il y a plein d'informations. Nous on aime bien déjà enregistrer un état avant tous les travaux. Alors c'est intéressant parce qu'on arrive les premiers, il n'y a pas du tout encore d'intervention sur le monument. La difficulté du coup c'est que souvent il n'y a pas encore l'échafaudage, des fois c'est végétalisé, des fois il y a des enduits très récents qui font qu'on ne voit pas grand chose. Donc ce qu'on aime bien c'est arriver avant, enregistrer ce qui est enregistré et ensuite être présent tout au long du chantier. Donc s'il y a un enduit qui est piqué, on est là et on observe on travaille souvent avec les maçons et on observe ce qui est dégagé. S'il y a une baie à désobstruer, on va être présent. Et donc c'est dans la configuration optimale, c'est de passer d'abord et ensuite de faire tout le suivi du chantier. Et également pour qu'une opération archéologique du bâti soit vraiment un succès, je conclurai là-dessus, il est vraiment essentiel qu'il y ait un échange avec la maîtrise d'ouvrage. Encore une fois, nourrir le projet. Souvent, l'architecte il va venir aussi avec des questions. Donc nous, ça nous permet aussi d'orienter, parce qu'on pourrait tout étudier, souvent on est amené à cibler nos interventions. Et donc ça nous permet d'orienter sur des secteurs, des questions qui vont, encore une fois, être utiles au projet de conservation et de restauration de l'édifice. Donc je laisse la parole à Monsieur Vaquet, conservateur d'antiquités et d'objets d'art. Alors là, le sujet est un petit peu différent puisque ça va être l'interaction entre les objets et les monuments eux-mêmes, tout en sachant que c'est une préoccupation extrêmement ancienne, puisque lors de la première liste de protection au titre des monuments historiques, en 1840, il y avait déjà des objets protégés au titre des monuments historiques, notamment à Angers. Le cas d'Angers, vous avez le Maine-et-Loire, est assez merveilleux. Ces objets, c'était essentiellement le gisant de Côte d'Orveil et les gisants de Fontevraud. Alors pourquoi les protéger nommément? Tout simplement parce que pour le gisant de Côte d'Orveil, il avait déjà été déplacé hors de la cathédrale d'Angers. Et l'idée, c'était que ça ne se perde pas et que ça puisse à terme revenir dans la cathédrale comme faisant partie intégrante du monument. De même pour le gisant de Fontevraud, la menace était grande à cause de la reine Victoria, qui avait tendance à vouloir récupérer les gisants de ses ancêtres, et que Louis-Philippe avait du mal à lui résister pour pouvoir se faire reconnaître la France par l'Angleterre et sa position. D'où la protection du monument historique qui a permis en effet que le gisant puisse rester sur place, même si ça a été un combat qu'il a fallu reprendre 3 fois. Donc on a cette première idée qui arrive, et en 1887, lorsque la loi sur le monument historique est reprise, on intègre la possibilité de protéger au titre des monuments historiques des objets. Qui va se faire avec jusqu'en 1905 de manière, je dirais un peu aléatoire, mais relativement encore importante pour le Maine-et-Loire. Nous avions à peu près 200 objets de protéger à ce moment-là. La loi de séparation des églises et de l'État va affecter la situation, puisqu'il va y avoir véritablement la question de savoir des objets. Donc il y a un arrêt des protections des objets proprement dit, mais on va continuer la protection des objets immeubles par destination, les boiseries, je pense notamment à Saint-Serge, dans l'ancien grand séminaire, qui sont les bâtiments conventuels, toutes les boiseries ont été protégées à ce moment-là, des décors peints, qui sont protégés aussi à ce moment-là. Au bout de 3 ans, on se rend compte quand même qu'il peut y avoir des problèmes sur les objets mobiles, et il crée à ce moment-là les conservations des antiquités et objets d'art. Il y en a une par département. Alors c'est une mission qui est donnée par l'État, et qui va être confié à des personnes de bonne volonté. On va privilégier le clergé, puisque au moins le clergé peut toucher les vases sacrés à cette époque-ci, ce qui maintenant n'a pas une obligation canonique que ce ne soit que le clergé qui les touche. Donc tout évolue avec le temps. À ce moment-là, on ne peut que classer.
au titre des monuments historiques. La loi va évoluer. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les choses se sont assouplies. Et il va y avoir une ouverture aussi tout à fait importante avec le patrimoine privé qui va être demandé. Et en Anjou, il va y avoir le mobilier du Plessis-Bourré, par exemple, quelques pièces au château de Bressac, au château de Séran, qui vont être protégés un petit peu comme des objets qui sont suffisamment importants pour pouvoir éventuellement être intégrés à la collection d'un musée. Donc c'est vraiment, on regarde cet aspect très particulier. En 1971-73, c'est l'élargissement de la protection qui permet de reconnaître une inscription au titre des monuments historiques pour un intérêt suffisant, plus un intérêt national. Et cette protection maintenant permet de prendre en considération le patrimoine départemental pour son intérêt par rapport à ce qu'il y a à côté, et non pas justement avec cette vision purement nationale. Là, à partir de ce moment-là, tout va évoluer assez rapidement, le nombre d'objets va augmenter de manière drastique, avec notamment le besoin pour les conservateurs des objets d'art, comme toujours, d'aller voir sur place les objets, puisqu'on protège ce qui est en dehors du musée. Le musée en conservation, ce n'est pas la peine d'y revenir. Et petit à petit, on arrive à avoir aujourd'hui 6500 objets protégés dans 700 lieux pour le département de Maine-et-Loire. Bien évidemment, avec ces notions, avec cette importance, on ne peut plus se confier la mission à un simple bénévole qui aurait une mission de l'État. Et c'est pourquoi, avec les lois de centralisation de 82, le département de Maine-et-Loire va la prendre en charge et créer un service départemental avec cette mission des conservations des antiquités qui aujourd'hui, avec le service de l'archéologie, intègre la conservation départementale du patrimoine. Voilà la notion générale. Notre mission est donc d'aller voir les objets régulièrement, entre les 5 et 10 ans, de sensibiliser les propriétaires et les affectataires sur l'intérêt de ces objets. C'est comme ça, par exemple, que vous aviez cette statue de Saint-Claude, l'état dans lequel nous l'avions trouvé. Vous voyez que vous avez un badigeon blanc assez important, mais un badigeon qui est assez altéré déjà, et on a réussi à obtenir qu'il y ait une restauration. Et la restauration s'était dégagée tout simplement le badigeon blanc, et la photographie suivante montrera des détails, avec notamment la qualité de la polychromie, notamment les carnations qui sont extrêmement fines. On est vraiment avec une génération du XVIe siècle. Vous avez quelque chose qui n'est pas forcément facile à voir. On a découvert à ce moment-là les bandes noires que vous voyez horizontales. En réalité, ce sont des bandes d'argent avec un enduit par-dessus, un glacis, pour éviter que ça noircisse de trop. Quand on est évidemment, ça noircit. Et la découverte aussi à ce moment-là de ces pastillages sur la partie inférieure où vous avez des éléments en relief. Donc c'est motiver les propriétaires pour pouvoir engager des restaurations lorsque cela est justifié, bien évidemment, avec un financement communal, mais aussi un financement qui vient maintenant de l'État et du département, de manière à pouvoir obtenir à peu près entre 50 et 65% de subventions. Et malgré cela, ce n'est pas forcément facile de motiver les propriétaires pour initier les restaurations. Nous sommes un petit peu l'aiguillon. Et je dois vous avouer qu'il y a certains dossiers, nous avons mis 25 ans avant de pouvoir aboutir à quelque chose, mais nous sommes arrivés. Donc, le long terme est important. Et il est vrai que en DRAC, les conservateurs régionaux des monuments historiques, on vit dans un poste qui est relativement modéré. On en a connu beaucoup qui ne sont restés que 2 ans. Et là, plus récemment, c'est plutôt 10 ans. Mais malgré tout, pour qu'il y ait des rapports, des liens sur le territoire, ce n'est pas absolument ce qu'il faut plutôt voir sur le très long terme pour que ça devienne efficace. Autre cas, c'était un don qui était fait à la cathédrale d'Angers. Au départ, c'était un don pour le trésor de la cathédrale. La notion de trésor n'est pas un propriétaire en tant que tel. Et vous voyez le panneau qui est en très mauvais état, de surface. Et on avait fait, on s'était rendu compte qu'il y avait autre chose en dessous, d'où les lunettes. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant en dessous que la partie, la peinture de 1699. Et on a redemandé au propriétaire de savoir qui réellement il donnait, si c'était à l'État pour le trésor de la cathédrale ou au diocèse pour le trésor de la cathédrale. C'est finalement la solution de l'État qui a été choisie, ce qui a été, le diocèse a été incapable en entrant la restauration, puisqu'on a retrouvé ce panneau en dessous, et avec la datation du bois par l'anthropochronologie, on a pu dater ce panneau comme étant fait, abattu, avec des arbres battus en Anjou, en 1472. Donc nous sommes là avec un monument d'autant plus intéressant
qu'avec l'aspect stylistique, notamment de la partie à l'arrière, vous avez les petits rochers dans une position très particulière, on a pu rattacher cela à tout un ensemble de manuscrits que François Hardy, avant de connaître ce retable, avait situé comme une production de Provence autour du roi René. Et maintenant, tous ces manuscrits sont redevenus en juin autour du retable de 200, du nom du donateur. C'est d'où l'intérêt de voir cela. Bien évidemment, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites pour cette on va faire la suivante, on s'intéresse aussi à l'histoire du monument, de l'objet lui-même. Là, vous voyez un corps d'une banalité assez extraordinaire. Et pourtant, nous avons protégé le monument historique en raison de l'élément que on va voir sur la photo suivante. C'est la raison pour laquelle il se trouve dans une sacristie. C'est un petit document qui indique que cette porte cupale qui avait servi à être un tabernacle durant la Révolution, et c'est pour ça qu'il ne peut pas rester dans une maison privée, et qu'il était donné à la commune, à l'église. D'où cette protection pour rappeler ce monument très particulier, cette histoire de l'objet qui est là. En avançant, on essaie aussi de recontextualiser les objets, moyen éventuellement d'exposition, comme c'était le cas ici en 2011, sur l'évocation du grand sacre d'Angers, c'est-à-dire le fait qu'à Angers, nous avions mis ce podium, comme vous le voyez, qui montait progressivement, avec une cinquantaine de mannequins, avec des ornements qui étaient d'une très belle qualité, mais aussi en remettant en place les choses. C'est-à-dire qu'on commence par la lanière et on termine par le dais de procession noire. Et on avait même aussi recontextualisé avec les tapisseries, vous savez, autour, puisque à l'extérieur de cette procession, il y avait tout cet encadrement, on suspendait dehors les tapisseries, comme on mettait un revêtement sur le sol avec ce décor coloré que vous voyez devant. Donc c'est aussi redonner, c'est pas un objet, c'est pas le sortir de ce contexte, c'est au contraire le laisser dans son contexte. Et la photographie suivante vous montre simplement l'une des œuvres assez étonnantes de cette grande chape. Alors ça c'est la vision générale, et la photo de détail qui suit vous montrera aussi que la restauration est la suivante. On n'est pas interventionniste, on refixe les fils lorsqu'il y en a besoin, et vous voyez notamment sur la personne, la femme qui est à la sainte, qui est à agenouiller, il y a des taches très très claires, de même sur le manteau de Saint-Charlemagne, ce sont des usures, tout simplement. On ne va pas rebroder à ce moment-là, on le laisse, c'est des usures qui sont vues avec le temps, on évite que ça s'accentue, c'est la seule chose que l'on va faire dans ce cas-là. La photographie suivante, voilà, ça c'est un détail de la qualité de la broderie qui est assez fabuleuse, on peut avancer. Voilà une église qui était l'église Saint-Germain, qui est l'église de Saint-Germain-des-Prés, qui a été faite en 1848 et dont l'homogénéité de l'extérieur avec l'intérieur, ce qu'on va voir maintenant, était suffisamment grande pour qu'on avait souhaité qu'elle soit protégée des monuments historiques. Ça n'était pas le cas, et comme nous n'avions pas de réponse, on a protégé le maximum de choses à l'intérieur, le baldaquin que vous avez passé au fond, la chaire, les autels latéraux, un escalier, etc., tout un ensemble dans les monuments. Ce qui a conduit après à la protection de l'édifice au titre des monuments historiques, donc à tout l'ensemble, le mobilier plus l'édifice, et c'est par les objets qu'on a pu obtenir une protection à l'image de l'immeuble. La photographie suivante nous montre un cas un petit peu aussi dans le même esprit, c'est que vous avez ici l'église Saint-Martin-de-Beaupre, où vous avez ce bâtiment assez impressionnant, avec au centre le retable, le tabernacle retable, qui est fait pour être proportionné à l'édifice. Donc on l'a protégé au titre des monuments historiques, l'édifice ne l'est pas, ce qui fait qu'on sait dire que ce n'est pas un objet qui est là presque par hasard, c'est un objet qui est indispensable à l'édifice lui-même. Si on l'enlève, vous avez un trou, tout simplement. Et il est proportionné. Vous voyez que le dais monte pour être exactement dans le meneau de la verrière centrale, pour faire cette continuité et amener l'œil vers la partie supérieure. De même, je crois qu'on a des détails sur la vue suivante qui vous montrent voilà, la qualité, c'est du marbre qui est utilisé, des émaux et des mosaïques. D'où cette protection qui permet en de conserver au bâtiment une grande partie de son intérieur. La suivante nous montre alors là un autre sujet, là nous sommes dans le domaine privé avec le château de Galerie, où ce château du XVIIe siècle a été agrandi dans les années 1776-82 par un grand salon qu'on va voir maintenant. Alors voilà, la vue générale quand même, vous voyez, c'est pas une petite demeure. Vous aviez au départ la vision centrale qui
celle du XVIIe siècle et les grandes jonctions du XVIIIe siècle. Il y a ce grand salon de marbre qui a été conçu entre 1776 et 1782, les archives ont pu le montrer, qui avait été protégé au titre des monuments historiques d'un point de vue bâtiment. Mais vous voyez, il y a tout un ensemble de mobilier à l'intérieur, on va d'autres détails maintenant, avec ces éléments qui sont en fait des objets mobiliers intégrés à l'édifice. Ce sont des souvenirs florentins du frère du constructeur du salon. Ce sont des micro-mosaïques qui ont été mises ici. Là, c'est pas Florent, c'est romain. Et puis, vous avez le reste. Alors, on va avancer. C'est cet ensemble de salons, de mobilier qui était protégé des monuments historiques. Vous voyez que les modèles sont assez simples, mais il s'agit en réalité de 33 pièces dont on a la facture, qui ont été faites pour ce salon-là. Donc on sait vraiment comment a été meublé le salon lui-même. Il est dû à Pluvinet, qui s'est associé à Porou pour le faire. Et vous voyez qu'un salon, ce n'est pas simplement un modèle de fauteuil, c'est 5 modèles en réalité. Vous savez, les fauteuils médaillons à chapeau de gendarme, les sofas, les divans, donc tout un ensemble assez important. Et là, c'est un peu la présentation dans laquelle il était dans les années 80, 90, c'est-à-dire un petit peu comme on a l'habitude de voir, un petit peu un côté cosy. Or, c'était pas du tout ça, comme ça qu'était le salon. Moi, je pense que la photo suivante. Voilà la disposition normale. Vous aviez le grand sofa qui était fait pour être mis sous le miroir. Vous aviez les grands fauteuils qui étaient sous les parties avec les pilastres. Vous aviez un mobilier fixe, un mobilier meublant, un mobilier volant. Et vous voyez qu'on comprend mieux à ce moment-là pourquoi on fait un grand sol avec une rose au centre. On mettait les sièges sur 2 rangs et on les meublait. Et certains, le mobilier volant évidemment, bougeait au gré des besoins que l'on en avait. Ce qui nous a amené à nous intéresser à d'autres propriétés qui avaient aussi un mobilier du XVIIIe qui était important, mais pour lequel on n'avait pas forcément d'archives, le château de Montgeoffroy, qu'on va voir après, qui a été commandé par le maréchal de Contade, mais surtout les travaux suivis par sa belle-fille, qui est l'aîné Constantin, la cousine germaine de M. Constantin de la Laurie, qui a construit le salon de marbre. D'où l'intérêt de regarder l'ensemble. On va voir rapidement. Vous savez que l'essentiel du mobilier date du XVIIIe siècle. On a fort heureusement un inventaire qui existe en 1776, qui nous détaille un grand nombre de sièges qu'on retrouve ici. Et nous sommes allés un peu plus loin, tout le mobilier a été protégé. Alors là, cette fois-ci comme ensemble, puisque une pièce en tant que telle n'est pas forcément majeure, mais c'est parce qu'elle est toujours dans son lieu d'origine que là, ça prend une autre importance. On voit la suivante, avec ça, celui-ci qui n'est pas du 18e, qui est du 17e, mais on sait que, par l'archive, qu'il faisait partie du décor de l'hôtel particulier des Contades à Angers. On avance, voilà, encore, allez-y. Et puis, vous avez des sièges qui sont là, faits pour les espaces précis. Vous voyez que la banquette du billard correspond précisément à la dimension que l'on a à cet endroit-là. Photographie suivante. Vous aviez ce grand portrait du maréchal de Contade et la photographie suivante nous montre un autre portrait qui se trouve ailleurs, qui se trouve au château de Giseux. Je vais avancer. Et le château de Giseux devient extrêmement intéressant puisqu'il a appartenu au fils de la marquise de Contade, au deuxième fils qui est devenu Contade Giseux. Donc là encore, il y a un lien entre les deux. Ce qui fait que le tableau de gauche, vraisemblablement, a été fait en XVIIIe siècle, en copie de celui qui se trouve à Montgeoffroy. Et vous retrouvez le même portrait à Giseux. Ce qui a conduit à une protection d'une partie du mobilier du château de Giseux comme étant lui aussi d'origine par rapport au décor qui était fait au XVIIIe siècle. Voilà ce château qui était en Anjou. Vous voyez, c'est là encore cette petite bête, avec ces grandes constructions du XVIIIe siècle, notamment des écuries, mais aussi des salles en retour sur la droite. Vous avez ici à Montgeoffroy un fauteuil, et vous retrouvez exactement le même à Giseux. Ce qui veut dire que le mobilier de Giseux était bien le mobilier d'origine, avec sans doute une distraction d'une partie du mobilier par le fils Contade Giseux pour meubler le château de Giseux. On avance encore. Voilà un fauteuil, et que retrouve-t-on au revers? Non, on va pas ici. Voilà, on a sur un dessus du lit la mention de Sophie Constantin de la Laurie, a brodé
ce dessus de lit qui est le motif qui sert aussi à la couverture des fauteuils. Donc nous sommes bien là toujours avec ce mobilier d'origine que l'on retrouve ailleurs, allons-y. Voilà, encore à Giseux sur un autre fauteuil. Vous avez aussi des fauteuils comme celui-ci qui sont à Giseux et que l'on retrouve ailleurs. L'un est à Giseux, l'autre est à la Laurie. Donc cette fois-ci, ce n'est plus que le salon de la Laurie qu'il faut prendre en considération. On trouve ici à la Laurie un baromètre et le même baromètre à Giseux. Ce qui veut dire que l'essentiel du mobilier du château de la Laurie est le mobilier d'origine du XVIIIe siècle qui n'a pas changé. D'où l'intérêt de faire ce lien entre l'architecture et les objets pour conserver l'essentiel de son intérêt. L'architecture c'est bien, mais une coquille vide, ça reste vide, bien évidemment, ce qui est le problème. Je sais plus ce que j'ai après. Ce qui nous a permis aussi de nous rendre compte que ça qui peut paraître assez banal, en réalité, c'est la première table de la salle à manger du XVIIIe siècle de la Laurie. Ce sont des tréteaux qui sont, selon le principe de ce qu'on voit mentionné au XVIIe siècle, les tréteaux de la salle à manger de la Laurie. On est là encore dans quelque chose de tout à fait logique. Alors, on a évidemment étendu les protections au titre de monument historique de ces ensembles, bien évidemment. Le département de Maine-et-Loire a une politique aussi de soutien aux propriétaires pour la restauration non seulement des objets, comme je disais, mais aussi des monuments, via une ligne sur les monuments historiques, bien sûr, mais aussi d'aide à la Fondation du patrimoine. Et c'est pour ça que nous avons des dossiers que je vais vous présenter et que l'on regarde avec attention. Ici, c'est un dossier tout récent. Vous voyez ce manoir du 15 et 16e siècle, même si ce n'est pas forcément évident sur la photo. La partie gauche, c'est la partie la plus ancienne. Et vous avez cette fenêtre qui a été modifiée au cours des temps, qui va être restaurée. On nous a transmis donc ce dessin que vous voyez à droite. On va faire un détail de ces dessins. Et on se rend compte est utilisé pour la restitution d'une fenêtre du début du XVIe siècle des fermetures qui sont celles du XIXe siècle. Et quand on regarde les profils, aussi bien les jets d'eau que vous avez en partie inférieure, que les profils, les petits bois, ça ne correspond absolument pas à ce que l'on peut faire à cette époque-là. D'où l'idée d'aller voir les propriétaires, de leur dire attendez là, peut-être qu'il y a une manière d'améliorer les choses. Donc la photographie suivante a permis, en allant voir les propriétaires, de leur présenter ce qui existe, qui est dans des documents qui ont été faits par le ministère de la Culture, qui sont des relevés de l'huisserie ancienne, et d'essayer de trouver la meilleure des solutions. Parfois, c'est pas beaucoup plus cher, parfois même c'est moins cher, mais au moins d'essayer d'éduquer à la fois les propriétaires, mais aussi ceux qui le demandent, c'est-à-dire là, les ministres, en l'occurrence, pour pouvoir améliorer les choses. Car s'il y a bien sûr des entreprises qui sont avec des qualifications, parfois pour certaines choses elles sont parfaitement pertinentes, et puis pour d'autres elles sont un peu plus faibles, d'une part. Et puis surtout, il n'y a pas d'obligation, notamment pour la Fondation du patrimoine, et même pour les monuments historiques, de faire appel obligatoirement à ces entreprises-là. Et en effet, il peut y avoir localement de très bons artisans, mais qui manquent éventuellement de modèles. Parfois, ils ont une telle expérience que on leur fait confiance les yeux fermés. Et je crois que c'est la diffusion en même temps de ces bons modèles et ces bonnes pratiques qui est assez importante. Vous voyez, le dossier que nous voyons en commission, il y a Emmanuel Litou qui fait partie aussi de cette commission, au nom du Grandière, du service de l'inventaire, qui fait partie de la commission départementale et qui, à notre manière, on essaie aussi de relayer finalement la bonne parole en disant qu'il faudra peut-être extrêmement attention, notamment aux huisseries, qui sont le point délicat, surtout actuellement avec la volonté de changer les huisseries pour des raisons purement énergétiques, pas forcément pour des raisons esthétiques, et on arrive à des problèmes majeurs qui fait qu'on est dans une des périodes où on va avoir la disparition, comme Emmanuel le disait, les restaurations anciennes, les enduits peuvent faire disparaître des choses, les restaurations aussi, et là ces interventions-là vont être assez majeures sur le patrimoine dans les temps à venir, d'où l'intérêt qu'on a à sensibiliser au maximum les propriétaires et aussi les fabricants pour avoir la meilleure des choses. J'en aurais une à destination des tièdes. Sur Angers, pour le secteur sauvegardé, un cabinet nantais d'urbanisme qui a œuvré à la construction du PSMV était un petit peu en polémique sur le problème de la légende. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de légende qui ne convenait pas parce qu'elle n'était pas assez fine, c'est ça? Secteur sauvegardé, une légende nationale, bon. En fait, je peux répondre en partie, peut-être Catherine pourra compléter.
la légende a été refaite à la suite de la loi LCAP. Et dans le noir, donc les éléments protégés, il y avait avant le type A et le type B. Il y avait une partie supérieure à la protection, qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est ou noir ou gris. Donc, tout ce qui est gris peut être potentiellement modifié ou démoli et reconstruit. Et le noir, c'est protégé intérieur-extérieur. Donc c'était sur cette modulation des types A et B, si je me souviens bien. Ouais, en Et fait, c'est remonté au ministère pour... il y a des niveaux de protection qui étaient plus fines. Je sais pas comment dire. En fait, ils correspondaient... ouais, ils correspondaient à une vision d'époque de ces règlements-là. Et là, on est sur une position qui est plus ferme en fait. Et dans les deux sens en fait. Il dit là on protège, on a le niveau de protection maximum, puis après derrière on aborde l'urbanisme différemment, avec des possibilités peut-être de renouvellement plus. Je pense que c'est peut-être ça que ça veut dire, mais le règlement il a été fait, c'est vrai, pour une échelle nationale et du coup là ce qui était un petit peu délicat, ce qu'il y avait aussi dans le sujet, c'est qu'il y avait une utilisation un peu perverse du règlement qui était faite parce que par exemple vous aviez des façades qui avaient aucun intérêt en fait. Donc on ne peut pas protéger l'immeuble si la façade n'avait pas intérêt. Et les intérieurs avaient de l'intérêt. On a eu le cas avec les musiques de Dorico, d'ailleurs. Donc on sait pas comment protéger l'immeuble. Voilà. Mais bon, ça a été réglé en fait. Finalement, on fait de la protection forte et puis tout va bien. Puis après on adapte un règlement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat de spécialistes, mais c'est vrai que ça fait beaucoup dans pas mal de colloques, on disait le problème de la légende, le ministère imposait une légende et en fait elle n'est pas assez fine. Voilà, c'est pour ça que. Alors, je pense qu'il y a aussi l'œuvre du changement, ça changer la façon de travailler, ça met toujours en cause des choses. Nous on partit sur une création, on a créé un SPR, on a créé un PSAE, il n'y a pas de ZPPAU ni de ZPP sur le jeu. Par contre, on a un son d'identité sur la ville, donc on avait les périmètres de chevaucher, ce qui n'est pas très simple en termes d'instruction. Donc nous, on partait sur accès niveau. Et c'est vrai qu'il y a eu ce débat avec Céline Dion du cabinet de Paume, qui était des siècles, par rapport à ce que on est arrivé sur un terrain d'entente, et après, comme disait Étienne, à un moment donné, il faut voir si on protège ou pas, tout simplement, l'immeuble. Si ça va Dorico le méritait quand même. Voilà. Merci. Je ne sais pas si elle veut poser des questions. Pour vous dire un petit complément, parce que sur le plume de Nantes, il y a aussi une protection de petit patrimoine remarquable, donc patrimoine remarquable ou petit patrimoine remarquable, qui est intégré dans le plume. Donc il y a au-delà des documents d'urbanisme liés au SPR ou au ZPPAU ou autre, le plume peut intégrer aussi une protection entre guillemets patrimoniale, c'est-à-dire attirer l'attention sur l'intérêt patrimonial d'un bâtiment, d'un ensemble de bâtiments, parce qu'il y a aussi des alignements de façade et autres, ou de petits patrimoines tels fontaines, puits, calvaires, moulures, etc. Donc c'est vrai que ça vient compléter donc, tout l'arsenal urbanistique. Question à destination de M. Étienne Vaquet. Est-ce que le patrimoine technique, véhicules et autres est de votre mission? Pour ce règlement-là. Ah, c'est une bonne question. Là, en fait, il peut être protégé des objets mobiles, c'est que c'est mobile. D'où la protection qu'on a déjà de bateaux, de wagons. Voilà. Donc on a. Pardon. Corbillard aussi? Oui, des corbillards, on en a. Corbillard, oui. C'est un peu possible, tout à fait possible pour les véhicules, mais aussi pour d'autres choses techniques, les cordes, les cloches ou les horloges font partie des objets protégés. Les aéronefs aussi. Oui, on en a aussi.
Non, il y en a 4. De protéger. Effectivement, c'est une démarche assez nouvelle, ce que je peux comprendre, sur la partie, tout au moins, de certains véhicules. Alors après, le problème, c'est de savoir comment bien estimer l'intérêt du véhicule par rapport à tout un corpus, sachant que ce sont des objets de série. Ça c'est sûr. On n'est pas avec le chat, le tigre, il y a 3 exemplaires qui existent a priori au monde. Donc là c'est un peu différent, mais c'est le problème de première protection, c'est de dire est-ce que finalement, comme on tourne par ailleurs, est-ce que on a véritablement raison de le faire? Est-ce que c'est un élément, un maillon majeur dans une évolution ou pas? Oui, il faut le remettre dans son contexte. Exactement. Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué et ça demande un autre regard avec des formations qui sont en fait un peu différentes. Nous, c'est une histoire de l'art que l'on a ordinairement, bien sûr. Parce que ça a vraiment un caractère très particulier et pas forcément facile à gérer, notamment par exemple pour les bateaux. C'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Quand vous avez 1 million à faire tous les 10 ans, c'est de prendre de l'argent en place pour un bateau qu'on est en train de reconstruire à formation. Les bateaux d'avant, ils avaient été protégés là? Oui, je crois. Le problème des bateaux, c'est qu'ils sont obligés, si on les met pas, si on met hors d'eau, ils s'abîment, et si on les laisse dans l'eau, c'est un domaine normal, ils s'abîment aussi. Donc, de toute manière, on ne peut pas les protéger réellement efficacement. C'est pas comme un niveau pour mettre une cloche ou dans un hangar, c'est que les avions sont un peu différents. Et puis l'autre question, c'est de savoir si ça doit servir. Oui. Notamment pour les avions. Là, il y a une évolution du niveau du ministère de la Culture, de notre côté, tout au moins des aéronefs. Là, il y a clairement une autorisation si on reste dans le territoire français. Mais alors, ça pose d'autres questions, c'est-à-dire que comment on les restaurer. On a dit ça aussi pour les trains, voilà. Notamment dans la Sarthe, on a changé la largeur des essieux parce qu'on n'avait pas les lignes qui convenaient. Si on est en train de modifier de manière majeure l'objet, après ça vraiment normal, que beaucoup de restaurateurs, notamment d'aéronefs, prennent une pièce à gauche, à droite, puis ça colle, sans se poser une question d'authenticité de la pièce, et ils en prennent ailleurs, les traces à récents. Et quelque part, c'est plus un monument historique que l'on a fait à mesure, mais on est en train de changer. Donc c'est l'autre problème pour ce patrimoine-ci, qui est intéressant, mais on n'applique pas les mêmes critères de restauration que sur ce qu'on avait traditionnellement l'habitude de gérer. Moi j'ai une question. Vas-y. Moi j'ai une question pour vous aussi. À partir de quelle année, entre guillemets, un objet est trop récent pour être considéré comme patrimoine? Une question. Il n'y a pas de vraie règle. On essaie, quand ce sont des artistes, on essaie qu'on ne soit pas vivant, pas que ça fasse de la pub, qui n'est pas forcément nécessaire, qui ne doit pas influer le marché, absolu. Donc, de ce côté-là, on essaye d'éviter à moins de 50 ans de faire une protection. Voilà. Mais il y a des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Là, il y a la carafe, je crois, à Nantes, c'est ça, qui est protégée et qui, en fait, c'est pratiquement du patrimoine matériel, puisque c'est évoqué toutes les grèves qui ont lieu à la fermeture des chantiers navals. Donc là, voilà, c'est souple. Oui, bah allez-y, je la poserai la question. Je vais dire un petit mot parce que nous on est sur le terrain, nous les artisans. Et donc nous, on a de la chance de vous avoir, des interlocuteurs différents. Des fois c'est plus compliqué pour nos clients parce qu'on a une multitude d'interlocuteurs. Dans tous les cas, c'est toujours gagnant pour nous puisque d'avoir des échanges, comme nous avec M. Vaquet depuis plus de 30 ans, de pouvoir être sûr qu'on va dans le bon sens. Après, je voulais attirer votre attention sur un phénomène qui arrive maintenant, qui va généraliser, c'est qu'on n'a plus d'apprentis dans nos métiers. Nos métiers sont en train de disparaître, donc on va faire des techniques dans beaucoup de métiers, donc d'être vigilant par rapport à ça, parce que si on y fait pas attention, dans quelques années, on ne pourra plus restaurer nos monuments comme avec des techniques d'origine. Oui, dans l'aéronautique également, où il y a plus de formation. Je voulais justement, par rapport à Étienne, évoquer 2 personnages peut-être qui ont servi à améliorer la connaissance chez les professionnels. Il y a Inge Hart,
que certains ont connus, architectes du bâtiment de France, qui prenaient la peine, avec des dessins, des textes, et aller sur le terrain, former les artisans à une sensibilité patrimoine. Il y en a un second qui est plus récent dans l'histoire, mais qui est aussi décédé, c'était Louis Roger, qui a écrit un bouquin menuiserie 15e, 16e, qui avec un CAP est devenu docteur en Sorbonne, et qui formait beaucoup d'artisans, et notamment, il expliquait qu'on pouvait très bien faire du plis-serviette 15e, en mettant soit un verre épais, soit un double vitrage, s'il y a une exigence d'un musée ou d'un château, tout en ayant cette forme historique. Et il s'appuyait beaucoup justement sur le relevé de monuments historiques, qui sont en vente, entre parenthèses, si vous êtes au Salon du patrimoine, on peut encore acheter les relevés. Donc je veux dire, le problème, c'est, et monsieur, vous avez bien fait de le dire, c'est qu'on mette ces gens-là en relation, les sachants, entre guillemets, qui peuvent nous alerter, et les professionnels qui ont soif d'apprendre et comprendre. Alors là, c'est quand même un problème important, qui est une sorte de problème des labels et des qualifications elles-mêmes. Pour la restauration monument historique, il y a en effet un certain nombre de choses, pour les objets aussi, pour les tableaux, avec des élèves de l'école de l'INP qui sont là reconnus. Mais en revanche, pour tout un nombre de travaux, notamment je pense aux vôtres, pour les peintres, même pour les bois, si on applique ce qui est enseigné à l'INP, les étudiants n'ont pas de pratique. C'est-à-dire qu'on perd une capacité à véritablement intervenir, ce qui entraîne souvent des mauvaises restaurations. On a ce paradoxe, parce qu'ils savent plein d'aspects théoriques, mais qui ne sont pas forcément pertinents. Et le fait de vouloir absolument mettre un label sur les restaurateurs qui ont des diplômes, pour un certain nombre de domaines, c'est assez excessif. Et je pense que l'aspect artisanat doit être aussi à prendre en considération. Évidemment, tous les artisans ne se valent pas, je suis entièrement d'accord, mais il y a ce caractère-là qui doit être important. L'intérêt, évidemment, d'avoir une relève derrière et d'avoir des formations qui soient adéquates. Donc c'est aussi un combat au niveau national avec cette tentative des conservateurs, restaurateurs qui veulent absolument exclure beaucoup de personnes. Et on n'a pas donc la restauration de dorure, ce que propose l'INP pour dorure ne fonctionne pas. Donc on se trouverait vraiment ennuyé si on arrivait dans cette rigidité à ce moment. Donc ça on verra à l'avenir. Je pense qu'il faut être assez pragmatique dans un certain nombre de domaines, mais cela n'empêche pas qu'on peut aussi demander à des artisans de suivre des formations pertinentes régulièrement, ou je crois qu'il faut que les deux aillent l'un vers l'autre.